Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Autant vous le dire tout de suite, le financement des projets en infrastructure en Afrique, surtout subsaharienne, n'est pas une mince affaire. Le continent ne mobilise que 50% de ses besoins en la matière, à peine. Tel est un serpent de mer, le déficit de financement des projets vitaux, à savoir l'eau, l'énergie ou même le transport, etc., suscite des débats houleux. La sempiternelle question qui se pose, quel levier de financement de projets en Afrique? Pour en parler, nous avons invité un spécialiste de la question, Constantin Coubertesier Dabiré. Monsieur Dabiré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert comptable, expert des partenariats publics-privés, expert en formulation de projets et en conseil financier. Exactement. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages sur la question, notamment financement d'un projet de partenariat public-privé et puis le conseil financier, un levier pour le financement des infrastructures publiques en Afrique. Mais pour commencer, pourquoi vous êtes-vous intéressé d'ailleurs à ces questions d'infrastructure? Merci beaucoup, M. Boko, et c'est l'occasion de remercier vous, votre chaîne, pour cette opportunité que vous nous donnez pour échanger avec vous sur la thématique des infrastructures. Je me suis intéressé à cette question de par ma formation de base. Je suis banquier et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des investissements, dans le domaine des infrastructures, et il s'est avéré que la problématique à la fois de la construction, du financement, des infrastructures se pose à travers le monde, et notamment en Afrique subsaharienne, où les États font de plus en plus face à certaines contraintes qui les obligent à des restrictions budgétaires, ce qui pose effectivement ce problème du financement des infrastructures. Lorsque vous constatez à travers le monde, surtout en Afrique, on a un besoin qui va de plus en plus croissant dans le domaine des infrastructures. Au même moment, les États font face à une rareté des ressources. Nous avons une population qui est très jeune, qui va croissant, donc ce qui amène à augmenter les besoins, comment dirais-je, au niveau de la prise en charge des populations sur le plan social. Au même moment également, cet accroissement de la population, notamment jeune, entraîne un besoin en termes d'infrastructures pour faire face justement à la satisfaction des besoins de ces populations-là. Et c'est le problème qui se pose en ce moment, comment faire pour continuer à réaliser des infrastructures de qualité au profit de ces populations, tout en assurant un certain nombre de services minimums justement à ces populations, dans un processus où les États également, il faut le dire, font face à des contraintes. De par le passé, vous pouvez constater que les États bénéficiaient beaucoup d'aide au développement et bénéficiaient beaucoup de prêts, de subventions, de prêts concessionnels, comme on aimait bien le dire, sur de très longues années, et à de taux très très intéressants, ce qui leur permettait de pouvoir financer les besoins en infrastructure. Mais depuis un certain temps, ces financements se font rares, et ça se comprend. Parce que les pays donateurs, les bailleurs de fonds classiques eux-mêmes sont confrontés à cette situation. En témoigne la crise de 2008. On va rentrer dans le fond du sujet tout à l'heure, mais plantons le décor. En matière d'infrastructure, en Afrique, quel est l'état des lieux? Est-ce que nous en avons suffisamment, très peu ou pas du tout? C'est une question importante et il faut la poser. Le problème d'infrastructure en Afrique est assez crucial. Et d'ailleurs, la Banque mondiale a fait une étude en la matière en 2012 et il présente un peu le résultat de cette étude dans son rapport 2013 où elle donne une priorité justement aux infrastructures en Afrique. Le sujet est très préoccupant. Prenons le cas de la ville de Lomé de façon très simple. Lorsque vous circulez à Lomé en saison de pluie, vous voyez partout des flaques d'eau. Vous trouvez des maisons inondées. Ce qui veut dire qu'il se pose un problème d'assainissement de nos villes africaines. Si nous nous contentons uniquement sur ce problème d'assainissement au Togo, disons, à Lomé de façon générale, de façon spécifique, vous vous rendrez compte que pour faire face à cette situation, il faudra, c'est vrai, mettre en place un plan directeur, mais il faudra mobiliser des ressources très importantes pour pouvoir réaliser des infrastructures d'assainissement en vue de drainer les eaux de pluie vers des endroits plus simples pour pouvoir traiter ces eaux de pluie. Prenons les cas des pays occidentaux. Le problème d'assainissement, d'écoulement des eaux ne se pose pas aujourd'hui. Vous allez en France, vous allez en Espagne, généralement ce problème ne se pose pas.
sauf si vous avez affaire à des inondations très importantes. Mais revenons dans le cas des pays africains. Prenez le Togo, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire. Chaque année, nous avons des inondations. Chaque année, nous avons des dégâts très importants. Quelquefois, dans nos villes africaines, prenons le cas de Lomé, le Grand Boulevard, quand il pleut trop, vous ne voyez pas le goudron, l'infrastructure qui vous permet de circuler. Ceci dit que nous avons vraiment un problème crucial en matière d'assainissement dans nos pays. Là, ce n'est que le domaine de l'assainissement. Revenons un peu dans le domaine hospitalier. Combien de populations meurent du fait du manque de prise en charge dans nos pays, dans nos villes africaines? À Lomé, ici, vous avez des populations qui meurent parce qu'elles n'ont pas les moyens pour se faire soigner. Le problème d'infrastructure se pose. Allez à l'hôpital, dans les hôpitaux africains. Quelquefois, vous voyez des malades à même le sol. Par manque d'infrastructure pour pouvoir accueillir ces malades dans des conditions décentes, dans un premier temps, et pouvoir les traiter dans de meilleures conditions. On peut multiplier les exemples dans le domaine de l'éducation. Les étudiants s'entassent dans des amphithéâtres. Tout à fait. Même là où on fait rouler le ballon, il paraît que nous n'avons pas assez de terrain praticable dans nos pays africains. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est dire que de façon générale, la question des infrastructures se pose. Et la question qui nous intéresse, nous, c'est même voir les infrastructures économiques. Les infrastructures qui peuvent produire en quelque sorte de la recherche. Nous nous disons que si nos pays parvenaient à réaliser ce type d'infrastructure, à même de générer des revenus, cela pourrait contribuer justement à, comment dire, je ne dirais pas assouvir, mais cela pourrait contribuer à réduire ce gap. Mais est-ce que très important. Ce n'est pas déjà fait avec les routes qui génèrent des revenus à travers les péages, les postes de péage qui sont installés ça et là? En réalité, quand vous voyez que vous êtes en train de sourire, lorsque vous regardez les postes de péage, quel est le montant, quel est le niveau de revenus qu'ils génèrent? Ces revenus sont-ils, selon vous, à même de pouvoir financer l'entretien de ces postes de routes? Je ne suis pas certain. Peut-être dans le domaine des infrastructures telles que les autoroutes. Là, oui, nous avons des revenus assez importants. Mais prenez les péages à la sortie de Lomé, c'est la route du Bénin. Vous pensez que les revenus générés permettent de couvrir les besoins d'entretien, de financer de nouvelles infrastructures? Aujourd'hui, dans ces conditions, je n'en suis pas sûr. Et c'est ce qui fait qu'à travers le monde, il y a des réflexions justement en vue de trouver des solutions à même de faciliter le financement de ces infrastructures. D'abord, faciliter la construction, ensuite le financement. En cela, il s'est avéré depuis un certain nombre d'années que, eu égard aux difficultés des États, on pouvait donc confier au secteur privé, que ce soit le secteur privé national, le secteur privé international, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'une partie justement de ces infrastructures que nous avions en Afrique. Et tantôt, je vous ai parlé d'infrastructures économiques et je vous disais que c'est plutôt ce sujet qui m'intéressait. Oui. Cela se comprend parce que justement, si vous parvenez à définir, à cerner ces infrastructures de type économique, on pourrait les confier au secteur privé. Et en ce moment, l'État allait donc s'occuper des infrastructures non économiques. Un hôpital, par exemple, aujourd'hui. On ne peut pas vous dire, on ne peut pas nous le faire sous forme économique, on ne peut pas demander aux populations qui n'ont pas de moyens de payer un niveau assez élevé pour bénéficier des services hospitaliers. L'État pourrait s'occuper un peu de ces questions d'infrastructures non économiques et en confiant justement, entre autres, au secteur privé, les infrastructures à but économique, à but lucratif. C'est une des solutions qui a été préconisée et cela se fait à travers les partenariats publics-privés qui est l'objet donc de mon premier ouvrage dans lequel j'essaie de montrer comment effectivement nous pouvons, à travers l'association du privé et du public, réaliser des infrastructures pour satisfaire les besoins d'un troisième type de partenaire qui sont ou qui est les usagers. Oui. On va revenir en détail sur cette question de financement des infrastructures. Mais d'abord, il me semble qu'il y a une question primordiale qu'on devait se poser au préalable, notamment quel type d'infrastructure devons-nous construire pour l'Afrique? Parce que je pose la question, est-ce que nous devons faire comme les mégalopoles, comme les pays occidentaux, où l'Afrique doit réfléchir, construire elle-même ses propres infrastructures selon son climat, selon ses besoins? Parce que pour le moment,
jusque-là, ce qui se fait, on cherche à construire nos villes comme les villes européennes. Est-ce que cette réflexion ne mérite pas d'être faite avant d'aborder la question du financement? Votre question est très pertinente. Et il y a déjà un an, avec des amis français, nous avions abordé cette question de la construction des infrastructures. Et c'est vrai, nous avons constaté qu'il nous est difficile de vouloir copier, je dirais, à la lettre, le système occidental. Nous n'avons pas les mêmes contextes, nous n'avons pas les mêmes conditions. Et il nous sera difficile de vouloir construire des infrastructures à l'image de ces pays occidentaux développés. Exactement. Mais nous pouvons faire des infrastructures, je dirais, adaptées à nos contextes en Afrique. Je dirais des infrastructures tropicalisées, puisque nous avons bien le thème tropicalisé, exactement, qui vont répondre donc à nos besoins du moment. Parce que, une fois de plus, le besoin est important, il est crucial, il est très élevé. Et il sera difficile, dans les 10, 15, 20 ans à venir, de couvrir entièrement ce besoin. Pratiquement difficile. Donc, il faut être assez réaliste. C'est assez important. Et faire des infrastructures, je dirais, pas à des prix vraiment exorbitants, mais à des prix acceptables et des infrastructures surtout durables, que l'on pourrait utiliser dans le long terme et qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie. Là, je vous rejoins, vous avez tout à fait raison. Il faut être assez pragmatique sur cette question. Et puis, réfléchir aussi à comment planifier. Il me semble que ce qui manque très souvent, le grand déficit, c'est dans la planification. Oui, c'est vrai que dans la planification, nous avons des efforts à faire. Mais il faut dire que depuis déjà 5 ans, nos pays africains ont beaucoup évolué sur ces questions de planification. Et d'ailleurs, la Banque mondiale assiste, la BAD assiste, l'Union européenne assiste de plus en plus nos pays pour pouvoir planifier ses besoins en infrastructure, pour pouvoir même identifier ce que nous appelons quelquefois le portefeuille de projets infrastructurels d'un pays et à étaler la mise en œuvre de ce portefeuille sur plusieurs années. D'ailleurs, vous voyez un peu, quand on regarde les plans de développement économique de nos États, qui le plus souvent portent soit sur 3 ans, sur 5 ans, derrière ces plans, derrière la stratégie qui est mise en œuvre, vous avez effectivement des projets, des programmes dont la réalisation est étalée sur en moyenne 3, 5 ans ou même plus. Donc, c'est dire que les États ont conscience de cette situation. Ils se font assister par des partenaires de développement tels que la Banque mondiale, tels que la FD. Mais justement, parce que ce n'est pas dangereux. Je sais que vous êtes consultant, vous parlerez en langage de consultant, mais est-ce que nos pays ont besoin de se faire aider par ces institutions internationales, Banque mondiale, Communauté internationale, pour leur politique de planification? Vous pensez que ceux-là, ils s'intéressent à notre épanouissement ou à leur profit économique? La question est assez intéressante. C'est vrai que quelquefois je fais le débat avec ces partenaires au développement et j'aime bien les titiller le plus souvent. Mais soyons aussi assez réalistes. Vous savez, lorsque vous êtes dans un processus d'élaboration d'un plan de développement économique social et que vous associez vos partenaires pour la réalisation de ce plan, depuis la base, la probabilité que vous puissiez mobiliser assez facilement les ressources pour pouvoir réaliser ces infrastructures est très élevée. Parce que ce partenaire qui vient, qui s'associe à vous, qui vous aide à faire le montage, qui vous accompagne dans le processus, il sera plus ou moins prédisposé à vous accompagner plus facilement. Parce qu'il a suivi la base du processus. C'est comme vous et moi. Si je viens vous voir chez vous, je vous dis, bon, écoutez, cher ami, j'ai des soucis, aide-moi à réaliser tel projet. Je vous implique dans le processus. Vous serez plus prédisposé à m'accompagner parce que vous avez suivi, vous avez été impliqué. Et je pense que dans ce sens, effectivement, nous avons besoin de l'accompagnement de ces partenaires dans une optique de partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire dans la mesure où ils ne viendraient pas nous imposer des choses, mais qu'on pourrait déterminer ensemble, assis autour d'une table, et tenant compte également des objectifs, je dirais, intrinsèques, individuels de chacun des partenaires. Constantin Dabiré, quel est le rôle des infrastructures, de façon générale, dans la performance des économies africaines? Justement, si vous, comme je vous ai parlé tantôt du programme d'activité de la Banque mondiale 2012-2013, où elle disait qu'elle voudrait donc transformer l'Afrique
les pays sous-développés à travers les infrastructures. Donc c'est dire que les infrastructures jouent vraiment un rôle capital dans le développement d'un pays. Vous avez parlé, par exemple, nous avons parlé tantôt des infrastructures hospitalières. Si un pays dispose de très bonnes infrastructures hospitalières, cela pourrait contribuer à réduire le taux de mortalité. Et qui dit réduction du taux de mortalité dit quelque part lutte contre la pauvreté. Exactement. Dit quelque part, comment dirais-je, des bras valides qui pourront donc contribuer au développement d'un pays. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Prenons le cas de l'éducation. Si vous avez des infrastructures assez solides dans le domaine de l'éducation, un pays qui en dispose pourra facilement former des hommes qui vont donc contribuer à son développement. Mais un pays qui n'en a pas assez va moins former d'hommes, donc aura moins de compétences pour contribuer à son développement. Et lorsque vous prenez un peu les indices de développement durable, vous verrez que toutes ces questions sont prises en compte parce que nous savions que ces infrastructures sont nécessaires. Venons un peu dans le domaine routier, des transports routiers. Là, si vous avez une très belle voie, une bonne voie, aux yeux, hein? Oui, entre Lomé et Cotonou, vous verrez que le trafic sera très important. C'est plus important. Chacun aura envie de voyager. Vous aurez envie de voyager, j'aurai envie de voyager. Et cela va contribuer à générer des revenus justement pour pouvoir faciliter, maintenir et entretenir ces routes. Et cela contribue à fluidifier le commerce. Prenons le domaine aérien. Vous êtes à Lomé aujourd'hui, vous voulez aller à Ouagadougou, vous ne pouvez pas aller tous les jours. Vous êtes obligé de faire, de voir le programme de compagnie aérienne. Mais prenons les cas des pays occidentaux. Vous êtes à Paris, pratiquement toutes les heures, vous pouvez aller à Berlin. Vous voyez bien la différence. Oui. Vous pouvez aller faire des affaires et revenir. Donc la facilitation de la mobilité permet de dynamiser l'économie. Hein. Tout à fait. Donc cela prouve effectivement que nous avons besoin d'infrastructures pour pouvoir contribuer au développement économique de nos pays. Et puis il y a ce contraste-là, une hyper-concentration des infrastructures dans les capitales et dans les zones rurales. On va dire c'est le désert. Hein? Vous avez raison. Et cela s'explique. Nos États n'ont pas assez de moyens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de focaliser l'essentiel en ville. Et d'ailleurs, le fait de focaliser l'essentiel des investissements en infrastructure en ville entraîne l'exode rural. Et cela explique également les problèmes que nous avions dans nos villes. Prenez la ville de Lomé aujourd'hui et comparez cette ville-là à Lomé il y a 10 ans, 15 ans, en 2005. Lomé était moins peuplé qu'aujourd'hui. Mais tout le monde veut vivre à Lomé, tous les Togolais veulent vivre à Lomé. Ils ont raison. Parce qu'ils se disent qu'à Lomé, ils auront de meilleures conditions comparativement au village. Mais si on avait une politique de développement de villes dans nos pays africains, vous verrez qu'on aura moins d'exode rural. On pourrait donc implanter les jeunes sur place, les former et les pousser à contribuer au développement économique. L'objectif, justement, c'est de contribuer à créer des villes. Au-delà des capitales que nous avions, des villes dans nos différents pays, plusieurs villes, à donner du potentiel à ces villes et à faire en sorte que les populations de ces villes-là puissent rester sur place, travailler et contribuer au développement du pays. Ça, c'est l'idéal. Pour le faire, là, je vous rejoins, on a besoin effectivement de mettre en place non seulement des plans ambitieux, certes, sur ce plan, je vous rejoins, mais également de trouver les moyens pour pouvoir exécuter ces plans. Des moyens pour pouvoir financer, des moyens pour pouvoir construire ces villes. Il faut des moyens. Et nos États font... Mais Constantin, je vous ai entendu dire 2-3 fois déjà que nos pays n'ont pas de moyens. Oui. Je sais que vous avez travaillé dans des cercles fermés, on va dire, où vous pouvez être dans les secrets des dieux. Franchement, est-ce que nos États n'ont pas de moyens? Quand on voit le train de vie de l'État, parfois, on se dit que ce discours va avoir du mal à passer, là. Les États n'ont pas les moyens, c'est une réalité. Ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas que les États. D'ailleurs, il y a une étude de l'OCDE qui portait un peu sur les infrastructures, sur les partenaires publics-privés, qui démontre que ce soit dans les pays développés, tout comme dans les pays sous-développés, on a ce problème de moyens des États. Et aujourd'hui, dans les pays développés, je vous assure que le problème commence à se poser. Financement des infrastructures, entretien des infrastructures dans les pays développés. Dans les pays sous-développés, il est encore plus accru. Et c'est normal. Et là où je vous rejoins peut-être, nous n'avons pas assez de moyens, mais le peu de moyens que nous disposons est le plus souvent mal utilisé. Ça, je suis d'accord, il n'est pas optimisé. Ça, en partie, je vous rejoins. Nous avons plusieurs études qui ont tenté de démontrer effectivement que nos États n'utilisaient pas à bon escient les ressources à leur disposition et qui également encouragent les États à mettre en place des processus de bonne gouvernance. D'ailleurs, vous verrez que depuis une vingtaine d'années, on parle de bonne gouvernance. Ouais. Même dans la mise en place des différents plans de développement, vous avez toujours l'aspect bonne gouvernance.
pour pousser nos autorités publiques à intégrer l'aspect gouvernance, l'aspect développement durable pour les générations futures. Oui. Attaquons maintenant le cœur du sujet, hein, le financement des infrastructures publiques. Alors, quelles sont les stratégies permettant un financement de ces infrastructures en Afrique? On parle de stratégie parce que vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. À l'étranger même, avec la crise financière internationale, les institutions, comment on va dire, standards, les institutions habituelles ont fermé un petit peu le robinet. C'est vrai. Alors, quelle stratégie faudra-t-on développer pour pouvoir faire face à ce besoin de financement? Merci beaucoup. La question est pertinente. Il n'y a pas, comme vous avez dit, une seule stratégie, il n'y a pas une seule voie. Il y a des pistes de réflexion qui proposent des solutions. Et je dirais c'est tout un panel de solutions qu'on essaye de proposer pour contribuer. Tantôt, je vous ai parlé des partenariats publics-privés, mais vous avez des études de la Banque mondiale qui vous disent que, en moyenne, les PPP représentent entre 14 et 20% du portefeuille global des investissements des pays. Donc, actuellement, c'est l'ère des PPP, pardon, vous dites PPP. Certes, c'est un moyen qui permet de financer des infrastructures, mais la Banque mondiale vous dirait que ce moyen représente environ 15-20%, tout au plus. Donc, c'est dire qu'il faut trouver d'autres voies de financement. Oui, mais attendons-nous un peu au PPP, partenariat public-privé. Qu'est-ce que c'est pour le commun des mortels? Pour le commun des mortels, je dirais que le partenariat public-privé est une association entre le secteur public et le secteur privé en vue de la conception, du financement, de la réalisation et de la gestion d'infrastructures d'utilité publique pour améliorer les conditions de vie des ménages, surtout. Et dans ce processus, le plus souvent, on ajoute également la maintenance. Donc, c'est une association entre le privé et le public. Et les parties s'asseyent et essaient de voir comment repartir les risques. Le privé vous dira, bon, moi, j'ai les moyens, je peux financer l'infrastructure. J'ai les moyens, je peux également exploiter cette infrastructure. Et l'État dira, bon, comme toi, privé, tu as les moyens, tu peux financer, tu peux construire, tu peux l'exploiter, je te le confie. Mais je vais m'assurer que cette infrastructure va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages. Et moi, État, je verrai si je dois contribuer dans ce financement et je verrai quelle pourrait être ma contribution dans la mise en œuvre. C'est ça le partenariat public-privé. Oui, mais dans nos pays où la justice n'est pas encore assez forte, Oui. Pour prévenir les risques de conflit d'intérêts, est-ce que le partenariat public-privé, est-ce que ce n'est pas dangereux? Ce n'est pas un moyen pour les publics de s'accaparer le financement et l'exploitation de ces infrastructures? Déjà, on a dit que le plus souvent dans ces PPP, c'est plus le privé qui apporte les ressources nécessaires, que ce soit les ressources techniques, que ce soit les ressources financières. Est-ce que c'est de vrais privés? Est-ce que ce n'est pas l'État déguisé en privé au fond? Je ne sais pas, c'est possible. C'est possible. Mais je dirais que aujourd'hui, avec l'implication des bailleurs de fonds, nous l'avons vu tantôt, et nous avons expliqué que les ressources d'origine publique ou les ressources de l'aide publique au développement se raréfient. Et donc, ces mêmes bailleurs aujourd'hui, concernant la situation, nous accompagnent nos États pour trouver toutes les formes possibles de financement de ces infrastructures. Donc, ils sont assez regardants sur ce que nous faisions. Et ces bailleurs, quand même, nous accompagnent dans la mise en œuvre des procédures, des processus de bonne gouvernance. Quand on prend le cas des pays l'UEMOA, en 2012, je me rappelle, la conférence des chefs d'État, tenue à Lomé ici, ça devait être en mai 2012, a demandé à la BOAD et à l'UEMOA de réfléchir sur des stratégies de promotion des PPP comme instrument de bonne gouvernance. Vous voyez déjà? Et là, ce sont les chefs d'État qui ont demandé. Parce que si le privé injecte de l'argent, il demande des comptes, il est plus regardant. Exactement. Et on voudrait en faire un instrument de bonne gouvernance. Donc, c'est dire que les États eux-mêmes sont conscients qu'il faut intégrer l'aspect bonne gouvernance dans les choix politiques. Pourquoi? Sans cette bonne gouvernance, difficilement on pourra attirer des investisseurs privés pour venir financer des infrastructures dans nos pays. Donc, c'est dire que tout le monde est conscient de la situation. Et vous avez également, dans tous nos pays, tout un processus qui est mis en œuvre, et moi je parle d'initiative PPP, qui est mise en œuvre dans chacun des pays, avec également des lois dédiées au partenariat public-privé pour pouvoir rassurer tous les partenaires privés, tous les investisseurs privés qui sont intéressés à venir financer des infrastructures. Vous verrez qu'au Togo, au Burkina, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire,
au Bénin, vous avez ce qu'on appelle les lois PPP, destinées justement à encourager les investisseurs. Au-delà de ces pays, au niveau de la Commission de l'UEMOA et de la BOAD, il y a également une réflexion en cours en vue de mettre en place toute une stratégie dédiée à la mise en œuvre des PPP. Et je pense que peut-être d'ici la fin de l'année, nous aurons quand même, cette stratégie sera prête et sera mise en œuvre. Oui. Donc c'est dire que chacun est conscient de la situation. Et je dirais que dans de pareilles circonstances, tout le monde a intérêt, je dis bien tout le monde a intérêt à ce qu'on puisse développer des outils propices à l'investissement privé pour faciliter justement la réalisation des infrastructures publiques et d'utilité publique. Vous estimiez tantôt la part des PPP, partenariats publics-privés, à hauteur de 14%. Maximum. Oui, le financement des infrastructures. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, il y a nécessité de promouvoir ce partenariat pour relever cette enveloppe, parce que ça peut atteindre les 50%. C'est une bonne chose que ça soit un peu, ça aille jusqu'à hauteur de 50% dans le financement. Et 50%, je pense que ça serait un peu difficile. Ouais. Un peu difficile. Parce que vous savez, ce type d'infrastructure est fortement consommatrice de ressources, consommatrice d'énergie. Et ce qui fait que difficilement on peut lancer en même temps plusieurs projets de telles envergures. Prenons le cas du Sénégal, qui a lancé à la fois l'autoroute du Dakar, aujourd'hui qui est un cas d'école qui est bien apprécié de tout le monde, qui avait parallèlement lancé également l'aéroport. Mais vous avez vu, autant on a pu réaliser facilement l'autoroute, autant la mise en œuvre de l'aéroport a pris du temps. Ça peut se comprendre. Et c'est des projets qui nécessitent beaucoup de ressources. Et difficilement, dans un pays, on peut engager au même moment, sur la même période, des ressources aussi importantes. Donc, raison pour laquelle il faut planifier, aller progressivement, par exemple. Mais au-delà des PPP, il y a d'autres types justement de ressources. Vous aviez un auteur de la travaillant à la BAT qui a proposé ce qu'on appelle des obligations d'infrastructure. En fait, en d'autres termes, qui propose qu'on aille sur les marchés financiers, lever des ressources en vue de venir réaliser des infrastructures. Sous forme d'emprunt obligataire ou... Sous forme d'emprunt obligataire, mais pas comme nous le voyons sur 5, 6, 7 ans, non. Parce que quand on parle d'infrastructure, il faut le faire sur de très long terme. Donc, il propose un ensemble de mécanismes permettant de lever des ressources sur 10, 15, 20, 30 ans, sous forme d'emprunt, mais destinés uniquement au financement des infrastructures. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait eu une réflexion, peut-être qui n'a pas abouti pour le moment, entre la BOAD et le Conseil régional des parcs publics et des marchés financiers de l'UEMOA, pour voir dans quelle mesure on pourrait créer, mettre en place un compartiment dédié au financement des infrastructures au niveau du marché financier régional. C'est vrai que la réflexion suit toujours son cours et elle n'est pas aussi évidente dans notre contexte, mais ailleurs ça se fait. Dans les pays occidentaux, par exemple, vous avez un marché dédié aux infrastructures obligataires où on lève des ressources très importantes sur 15, 20, 30 ans et on finance donc les infrastructures. Donc, le canal du marché financier peut être également une solution parmi tant d'autres. Au-delà du marché financier tel que je l'explique, vous avez également un certain nombre d'outils, d'instruments financiers que certains pays ont expérimentés et qu'on pourrait également expérimenter pour financer des infrastructures. C'est ce qu'on appelle le plus souvent des véhicules spécifiques tels que les fonds d'investissement, les fonds d'infrastructure, également sont un moyen pour financer des infrastructures. Prenez un peu les pays du Golfe. Dans ces pays, vous avez fréquemment des fonds souverains qui sont en quelque sorte des fonds destinés aux générations futures et qui vont donc servir à financer des infrastructures sur du trop long terme et générer donc des intérêts de revenus qui vont encore alimenter ce fonds, de telle sorte que les générations futures puissent disposer par la suite de ressources importantes. Donc là, c'est une forme de financement. Nous avons également ce qu'on appelle un peu les banques d'infrastructures. On prend le cas en France de la Caisse de dépôt et consignation. Qu'est-ce qu'elle fait? En réalité, elle mobilise globalement, de façon schématique, l'épargne réglementée. C'est quoi? C'est, si vous voulez en quelque sorte, l'épargne des caisses de retraite, CNSS, des caisses de retraite des fonctionnaires. Ce type d'épargne-là, qu'on appelle de l'épargne réglementée, elle mobilise cette épargne, elle la sécurise et elle l'utilise pour faire des investissements. Et la CDC en France est une banque d'investissement. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'espace UEMOA, le Sénégal a créé sa caisse de dépôt et consignation depuis 2006.
La Côte d'Ivoire est en train de créer sa caisse de dépôt et consignation. Le Burkina a créé sa caisse de dépôt et consignation, même si elle n'est pas encore entrée en exploitation. Le Niger est en train de créer sa caisse de dépôt et consignation. La Mauritanie a créé une caisse de dépôt et consignation. Le Maroc a une caisse qui date d'assez longtemps. Par exemple... Est-ce qu'on peut pas créer ces dépôts de façon plus large, hein, sur le plan continental, au lieu que chaque pays, sa petite dimension, se débrouille? Vous avez raison. Et d'ailleurs, dans mon second ouvrage, je parle de cette question où je propose, moi, de mon point de vue, la création d'une banque d'infrastructure à l'échelle régionale, oui, au lieu que ce soit une banque par pays. Mais déjà, le fait de créer des banques à l'échelle nationale, et je pense pourrait peut-être un jour conduire à approfondir la réflexion en vue de créer une caisse à l'échelle régionale. Et au-delà de cela, vous avez, quand vous prenez la commission de l'UEMOA, la BOAD, qui sont également en train de réfléchir sur la création de fonds d'infrastructure, donc de fonds spécifiques qui seront dédiés au financement des infrastructures. Comme l'a fait déjà l'Union européenne qui dispose d'un fonds pour oui, le financement des infrastructures, la BAD également. Oui. Le fonds Africa 50. En fait, c'est ça. Mais seulement qu'à la BAD, quand vous regardez le fonds Africa 50, il est beaucoup destiné pour des projets d'une taille relativement grande. Alors que quand vous regardez nos économies de l'UEMOA, à part la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Togo, le Burkina, le Bénin, le Niger n'ont pas des économies assez florissantes pour pouvoir bénéficier facilement de ces financements d'Africa 50. Mais on pourrait justement imaginer un instrument à l'échelle de ces pays-là, ça rejoint entre ce que vous étiez en train de dire, pour créer, financer des infrastructures qui seront adaptées également à une réalité économique. Oui. Dans vos stratégies, est-ce qu'il ne faut pas intégrer les fonds islamiques, hein? Il paraît que ces fonds sont souvent cédés pratiquement sans intérêt. Il me semble que nos pays, est-ce qu'ils usent assez de ce canal? Ou alors, ce n'est pas un bon canal, là, vous de nous le dire. Hein? Bon, les fonds islamiques, si on s'en sert déjà, quand on parle un peu des fonds souverains, le plus souvent, les fonds souverains, c'est des fonds qui sont constitués par des pays qui ont des dotations importantes en pétrole. Et lorsque vous regardez, généralement, c'est les pays arabes, l'essentiel de ces pays qui ont des dotations en pétrole très importantes. Et ce sont ces pays-là, le plus souvent, qui créent ces fonds souverains-là, justement, pour pouvoir intervenir. Mais c'est vrai qu'au-delà de ces fonds souverains, lorsque vous regardez les relations bilatérales entre les États, certains États, comme le Maroc déjà, en profitent, vont directement nouer des partenariats avec ces pays islamiques-là pour pouvoir bénéficier des ressources abondantes de ces pays. Mais n'oublions pas, depuis 2-3 ans, ces pays islamiques-là commencent à avoir des soucis avec la chute des cours du pétrole. Donc là également, et ça se voit, hein, on a eu un des pays qui est même allé sur le marché financier international pour s'endetter. C'était déjà jamais vu. Donc c'est dire oui, on peut toujours continuer, mais cela revient encore à dire qu'il faut plus songer à une diversification des solutions. Et je pense qu'il faut plus opter pour cela, au lieu de vouloir axer sur la préoccupation sur une seule solution. Et que pensez-vous de la piste chinoise? Parce que beaucoup d'infrastructures en Afrique aujourd'hui sont construites par la Chine à travers Exim Bank. Bon, est-ce que c'est une piste sérieuse, une piste crédible? La question elle est pertinente. Et la Chine regorge aujourd'hui de beaucoup de ressources. La Chine est une grande puissance et elle offre, c'est vrai, des conditions assez intéressantes à nos États. Et c'est forcément une piste qu'il faut explorer, que les États explorent. Mais comme je le dis, personnellement, je pense qu'il faudra diversifier les ressources. Vous voyez, dans ce domaine, le risque à ne pas prendre, c'est se focaliser essentiellement sur une source de financement. Le jour où vous rencontrez des problèmes sur cette source, vous aurez de la peine à vous en sortir. Ça, c'est une réalité. La preuve, on l'a vu. Les pays étaient adossés essentiellement sur l'aide publique au développement. Mais depuis les années 90-2000, lorsque le problème a commencé à se poser, tout le monde craint. Qu'est-ce que nous allons faire? Heureusement, maintenant, nous sommes en train de trouver des pistes, des voies. C'est bien, mais je pense que se focaliser sur un seul pays comme la Chine pourrait être dangereux, même si ce pays dispose de beaucoup de ressources. Et vous pensez vraiment que la Chine, en intervenant, le fait vraiment gratuitement, de bon cœur? Écoutez, c'est un pays avant tout, hein. Elle a des intérêts économiques, n'oublions pas ça. Et ce que je crains, que certains États ne soient à un jour entièrement subordonnés à la Chine, ou ne subordonnent leur économie à la Chine. Ça peut être un risque. Donc je dis, certes, la Chine a des ressources, il faut profiter,
Mais en même temps, je dirais, il faut faire attention. C'est mon point de vue. Bon, les questions qu'on évoque là sont des questions un peu pointues. Oui. Est-ce que dans nos États, nous avons des ressources humaines qualifiées, et rompues à ces questions, capables de détecter ces stratégies, de peser les pour et les contre, et d'aider nos pays à opérer les bons choix? Oui, mais nous sommes en train déjà de causer ces questions et je vous ai fait des propositions assez concrètes. C'est-à-dire que dans les États, oui. Est-ce qu'une seule hirondelle fait le printemps? Non, c'est-à-dire que dans les États, oui, on a les ressources, effectivement, pour ce type de réflexion. La preuve, je vous ai parlé de la commission de l'UOMOA, de la BOAD qui conduisent des réflexions. Je vous ai dit également que dans tous les pays, vous avez des cellules PPP qui sont mises en place. Et lorsque vous regardez les articles universitaires, vous avez beaucoup d'articles qui parlent de ces questions. C'est-à-dire, aujourd'hui, oui, dans nos États, nous avons des ressources, mais ces ressources ont besoin d'être renforcées. Et ces ressources, selon moi, également, doivent travailler en synergie avec le reste du monde. Parce que rester aussi en vase clos et dire oui, nous avons les ressources, nous pouvons, c'est bien, mais attention, il faut être connecté sur le monde. Et ensemble, effectivement, avec le reste du monde, les États pourront donc faire de bonnes choses en s'appuyant sur l'expérience, qu'elle soit positive que négative, des pays du monde. Oui, vu la complexité de la question, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que les différents pays disposent de départements bien structurés et dédiés à cette cause de financement des infrastructures publiques? Oui, mais ça commence à venir dans les pays. Ça commence à venir. Comme j'ai dit, vous avez des cellules un peu partout, même si c'est vrai, ces cellules pour le moment ont des limites, mais sont en train de monter en compétences. Et quand vous prenez des banques, une fois de plus, comme la BOAD, vous prenez une banque comme la BAD même la banque, vous avez un département qui s'occupe un peu de ces questions de PPP. Vous avez un autre département qui s'occupe des questions de réflexion sur les financements. Donc, c'est dire que quand même, les gens ont pris conscience, que ce soit les États, que ce soit les institutions, ont pris conscience de ce problème et sont en train de réfléchir. Et comme je vous le disais, ce n'est pas du jour au lendemain que l'on pourra résoudre définitivement ce problème. L'OCDE, qui a des études et des rapports assez intéressants sur la question, fait également beaucoup de recommandations. Et moi, je pense qu'il faudra donc une synergie entre les pays africains et le reste du monde, effectivement, pour pouvoir approfondir ces questions, trouver des solutions. Et là où je vous rejoins, je dirais que c'est bien aussi de réfléchir et tout, mais à un moment donné, il faut qu'on aille vite et très vite. C'est vrai qu'on a des tentatives de solutions, c'est vrai que des réalisations ont été faites, mais effectivement, il faudra maintenant aller assez vite pour vraiment affronter de face ce problème. Oui, mais Constant Dabiré, est-ce qu'on peut résoudre efficacement cette question de financement des infrastructures s'il n'y a pas parallèlement une réflexion sur la qualité de ces infrastructures? Parce que vous dites les ressources sont rares, mais une fois qu'on les mobilise, on se rend compte parfois qu'on réalise des infrastructures de pacotille, des roustes qui n'arrivent pas à tenir plus de 5 ans, des installations électriques qui pètent aussitôt après l'inauguration. Dans ces conditions-là, est-ce qu'on va pouvoir financer nos projets? Je dirais que c'est le mal africain, il faut le reconnaître. Bon, africain, c'est vrai que l'Occident aussi a connu ces problèmes, même la Chine a connu un peu ces problèmes à un moment donné. C'est vrai que c'est le mal africain et pour moi, c'est l'une des raisons qui me font dire qu'il faut aller beaucoup mettre l'accent sur la bonne gouvernance et je pense que nous avons commencé. Les États en sont conscients, la preuve, si la conférence des chefs d'État a demandé de réfléchir sur la question de la bonne gouvernance et les infrastructures, c'est dire que tout le monde en est conscient et tout le monde fait des efforts. Mais ce que vous dites est vrai, tout à fait vrai, et il faudra effectivement redoubler d'efforts sur ce plan. Et actuellement, nous sommes en train de faire une étude sur une trentaine de projets, par exemple dans le domaine des PPP, qui ont été réalisés en PPP, et nous sommes en train de voir en fait l'impact de ce projet-là sur du financement de ces projets sur leurs performances. L'impact du financement de ces projets sur leurs performances, y compris bien sûr la gouvernance. Quand on dit performance, il y a un certain nombre de critères, dont le critère de gouvernance. Et nous pensons que peut-être d'ici 2 mois, 3 mois, nous aurons donc les résultats éventuellement qui seront publiés. Il serait peut-être l'occasion qu'on revienne pour échanger sur la performance de ces projets. Mais nous n'avons pris qu'un échantillon, environ de 30 projets. Et c'est des projets qui sont réalisés entièrement par le privé, qui conçoit, finance, construit, exploite et entretient fait la maintenance. Mais ce que vous dites également de façon générale sur les infrastructures en Afrique, c'est une question cruciale. Je me rappelle, je ne donnerai pas le nom du pays, une année,
on était au Maroc, et à Marrakech. Comment ils appellent ça? C'est le sommet africain des infrastructures. La conférence, c'est au sommet africain des infrastructures. Et au cours de cette conférence, nous avons un brillant monsieur qui était docteur en génie civil, très brillant, qui présente l'état des infrastructures dans son pays. Et qui était docteur en génie civil, il l'avait dit, qui avait choqué le monde. Parce qu'il présente l'état et il montre une infrastructure, une autoroute fissurée, qui avait été réalisée à peine 2 ans et qui se fissurait. Il était content, il présente, il dit voilà, dans mon pays, voici la stratégie, voici ce que nous avons fait. Et entre-temps, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Une infrastructure qui est faite à peine 2 ans et qui commence à se fissurer. Il dit oui, en réalité, les études ont été réalisées dans les années 88 et l'infrastructure a été réalisée dans les années 2015, ce qui explique le fait que ça se fissure parce que la réalisation n'a pas tenu compte des études actuelles. Mais toute la salle a explosé de rire. On dit non, vous ne pouvez pas faire des études en 1988 et vouloir vous baser sur ces études-là pour réaliser une infrastructure autoroutière en 2012, 2013, 2014, 2015. Les gens ont dit que ça n'a pas de sens. Oui, ce sont des réalités qu'on rencontre souvent. Donc il y a nécessité de renforcer aussi ce domaine, les études techniques qui précèdent, et parfois même financières, qui précèdent la réalisation de ces infrastructures. Je dirais que c'est le b.a.-ba. Comment voulez-vous, vous êtes journaliste, comment voulez-vous aujourd'hui venir sur les plateaux pour faire des interviews si à la base vous n'avez pas une formation? Je ne dis pas forcément que vous avez une formation journalistique de base, mais au moins vous avez fait une formation qui vous prédispose à ce travail. Mais si vous venez pour apprendre sur l'État, ça peut poser des problèmes. Donc ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire dans le domaine des infrastructures. Les études sont un préalable à la réalisation des infrastructures. Et d'ailleurs, cela fait partie des conclusions, des premières conclusions de l'étude que nous sommes en train de faire. Nous avons constaté que le plus souvent, les infrastructures qui ont souvent des problèmes, et ces problèmes sont dus en amont aux insuffisances d'études, au manque d'études, aux insuffisances ou à des problèmes déjà qu'on pouvait déceler au moment de la réalisation de ces études. Constant Dabino, on va conclure cette émission. À la lumière de ce que vous avez dit, vous avez présenté beaucoup de stratégies pour le financement des infrastructures en Afrique. Mais il me semble que vous avez mis un petit doigt sur le PPP, le partenariat public-privé. Oui. Mais est-ce que les privés disposent d'assez de ressources pour affronter cet éléphant que nous avons devant nous, parce que c'est géant, le chantier des infrastructures, avec en ligne de mire cet exemple bénino-nigérien qui voulait construire les chemins de fer, et on s'est rendu compte à un moment donné que le partenariat public-privé ne pouvait pas, les privés ne pouvaient pas réaliser ce travail. Ok, merci. Et tantôt nous avons parlé de la question des études. Oui. Et c'est cette question, ce sont ces études-là normalement qui vont conditionner les modalités de réalisation. Et dans ces études, vous avez d'abord, dans un premier temps, des études qui vous diront si effectivement une infrastructure est faisable en tant que projet, sans rentrer dans la forme de contractualisation, la forme de financement. Vous direz, bon, il faut faire une autoroute là. Effectivement, il est nécessaire de le faire à l'issue des études techniques, des études économiques, financières. Ça, c'est un premier temps. Dans un second temps, une fois que les études ont démontré effectivement qu'il sait de faire une infrastructure, maintenant, il faut voir la forme, comment la financer, qui va la faire. Là, c'est d'autres études. Et là, on parle le plus souvent d'évaluation préalable, qui vous diront donc quel est le mode de contractualisation le plus intéressant, et qui peut le faire, et comment le faire. Et il faut faire toutes ces études-là. Et une fois qu'on fait ces études-là, et de façon sérieuse, on a assez de réponses à toutes les préoccupations. Et en ce moment, on pourrait voir la personne à même de faire. Faut-il la confier à un privé sous forme de partenariat public-privé ou faut-il contractualiser sous forme de marché public classique que nous avions? Ou quelquefois, on peut dire que l'association du privé et du public dans la répartition des risques de financement, c'est-à-dire que le public apporte des ressources, le privé apporte des ressources pour réaliser l'infrastructure peut être également une solution. Mais il faut d'abord prendre le temps de mûrir la réflexion, prendre le temps de faire tous les choix possibles. Mais on n'a pas souvent le temps de mûrir les réflexions parce qu'il y a les contingences politiques aussi. Le président qui va à Zignaré ou à Bobo Dioulasso au cours d'une campagne électorale, il constate que la route n'est pas bonne et pris en sandwich par la population, il dit le mois prochain je vous fais une autoroute. C'est comme ça que ça se passe souvent aussi. C'est vrai, c'est des réalités du terrain. Mais pour moi,
problème ne se pose pas à ce niveau. C'est mon point de vue. Ouais. J'estime que si dans nos États, nous avons des portefeuilles d'études déjà réalisées, le problème ne se poserait pas. Mais regardez un peu en Occident. Un chef d'État qui vient, qui vous dit je ferai ceci, je ferai cela, le plus souvent, avant de le dire, il va fonder son choix sur des études disponibles, au moins des études de faisabilité ou des études sommaires ou assez approfondies qui existent déjà. On regarde, on dit, bon, ok, sur 100 études, on regarde, on dit, bon, on choisit 2 études, on se dit, bon, si ces études-là, on peut faire le projet. Si nous avons déjà ce portefeuille d'études, on peut le faire. Et je pense que dans le second ouvrage, j'insiste beaucoup justement sur cette nécessité de faire des portefeuilles d'études. Avec ces portefeuilles, effectivement, en tout moment, on peut faire des choix. Mais tant que nous n'avons pas ces portefeuilles d'études, il peut être souvent risqué de décider de faire certaines infrastructures. Ça, c'est vrai. Mais il faut tirer les leçons et aller de l'avant. C'est ça aussi les partenariats publics-privés. En tout cas, on tire des leçons et on essaie d'améliorer. Et vos ouvrages, je vous les conseille vivement, nos téléspectateurs. Merci. Financement d'un projet de partenariat public-privé, PPP, publié aux éditions L'Harmattan. Et puis le conseil financier, un levier pour le financement des infrastructures publiques en Afrique. C'est signé Coubertesier Constantin Dabiré. Merci. C'est vous que j'ai eu l'honneur d'avoir en face aujourd'hui. Merci beaucoup de vos éclairages. Merci, bonne soirée et bonne fête à vous. Et vous êtes optimiste Si, pourquoi pas. Pour les infrastructures? Pourquoi pas? Je crois bien. Avec les leçons que nous tirons, avec les erreurs que nous faisons, nous allons nous corriger dans l'avenir. Merci Constantin. Merci. Et nous arrivons donc à la fin de ce forum. On reste sur place. Moi, je vais prendre juste un petit café. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie. À tout de suite, juste le temps d'une nouvelle édition du journal.